Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et mettez-vous d'accord, les débats qui commencent désormais aux alentours de 11h moins le quart, 11h moins 10, on a un peu débordé aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. Avec, pour commenter cette actualité, Christian de Villeneuve, bonjour, journaliste politique, vous avez dirigé de très nombreuses rédactions, Le Parisien, le JDD, Paris Match, voilà. Jacques Miard est avec nous, maire LR de Maison Lafitte. Salut et fraternité. Salut, fraternité. J'ai dit avant vous. Michel Taube, fondateur du site d'opinion internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Valérie. Bonjour à vous. Et François Calfon, qui ne devrait pas tarder à arriver. Peut-être qu'il est avec le roi Charles III, qui sait. Il n'est pas arrivé encore, le roi. Voilà. Non, il n'est pas arrivé. Non, Il arrive à quelle heure? À 15h40, à 15h30. Quoi. Mais 15h30 sur les champs, mais il est peut-être arrivé à Paris, non? Il n'arrive pas avant? Il est à 14h30. Voilà. Membre du Je suis bureau pas là, national du PS et qui ne devrait pas tarder à arriver. La France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Les distributeurs de carburant qui refusent de vendre à perte. Alors on peut se demander qui dirige, si c'est Madame Borne ou les distributeurs. 7 milliards de plus pour la transition écologique. Est-ce que c'est vraiment la priorité budgétaire? Et puis toujours ces refus d'obtempérer. Bref, beaucoup de sujets avec vous ce matin. Commençons avec vous, Michel Taube. C'est un petit peu en marge tout en ne l'étant pas de cette actualité. C'est un match de foot. Alors non, effectivement, je pense que c'est au cœur de l'actualité parce que ça nous concerne dans ce que l'on vit actuellement au Sahel. En fait, la semaine dernière, c'était mercredi dernier, si je ne me trompe pas, il y a eu un match amical à Lens, le Maroc contre le Burkina Faso, les équipes nationales. Le Maroc, d'ailleurs, a gagné 1-0. Ouais. Et le Burkina Faso, c'est un pays avec lequel on est dans une forme de mini-guéguerre. Qui a organisé ce match? Entre nous. Oui, parce qu'il y a... Ah bah c'était les deux équipes nationales, mais c'est un club. Pourquoi en France? Mais pourquoi en France? C'est une très bonne question. Mais parce que vous avez énormément de Burkinabés et de Marocains qui vivent en France, et parce que la France accueille souvent des matchs internationaux de pays africains. C'est pas la première fois que ça arrive. Sauf que là, il y a un problème. C'est que le Burkina Faso et la France sont à la limite de la rupture des relations diplomatiques. Depuis maintenant près d'1 an et demi, le Burkina Faso est en train de nous mettre dehors de son pays. Ils ont expulsé l'attaché militaire, ils ont dénoncé les accords du G5 Sahel, ils sont en train de reconstituer une nouvelle communauté des États du Sahel sans la France. Il y a des pressions extrêmement fortes sur l'ambassade de France. D'ailleurs, l'ambassadeur de France a quitté la capitale du Burkina Faso n'a pas été remplacée. La France a décidé d'interrompre, de suspendre les adoptions internationales et la coopération. La liste est très très longue. Et donc on est dans une situation de conflit avec un pays dans lequel on rejette la France et on accepte de recevoir sur le sol. Non, c'est pas un signe de détente. C'est un signe. Mais en quoi est-ce que le gouvernement Mais c'est l'équipe nationale qui est venue jouer. Le président de la fédération nationale du Burkina Faso, il travaille, il est en lien étroit avec le pouvoir, un pouvoir qui nous rejette. On est franchement un peu naïf. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France pourrait aller faire un match amical au Burkina Faso alors qu'on est sur le point de rompre nos relations diplomatiques? Non, je trouve que c'est de la naïveté et je trouve que dans le sport qui doit être respecté, moi j'en veux pas du tout aux joueurs. En revanche, je trouve qu'il y a une forme d'incrédulité, de naïveté des autorités françaises d'accepter d'accueillir sur notre sol national l'équipe nationale d'un pays qui en ce moment est en train de nous vouer aux gémonies. Alors attendez, Jacques Miard, vous qui êtes le diplomate de l'équipe aujourd'hui, vous en pensez quoi? Il est mort de rire. Je pense qu'il y a effectivement une certaine incohérence. Cela étant, il faut peut-être ne pas trop, je dirais, attribuer de symboles à ce match sans doute amical, j'en sais rien. Et ce n'est pas cela qui me choque le plus. Ce qui m'a le plus choqué, ça a été la décision française, notamment, de refuser à un certain nombre d'artistes de ces pays de pouvoir s'exprimer et de venir chez nous au motif qu'on était en bisbille avec leurs États. Je pense que quand il y a des échanges culturels, il faut les poursuivre. Vous savez, très souvent, lorsqu'il y a eu des problèmes dans les relations interétatiques, c'est souvent avec des initiatives entre guillemets privées, c'est-à-dire notamment les groupes d'amitié à l'Assemblée nationale. Ça a été le cas par exemple avec l'Égypte, après l'affaire de Suez.
les relations diplomatiques ont repris petit à petit parce que les associations, notamment, et les groupes d'amitié avec l'Égypte étaient là et ont repris le dialogue. Oui. Donc il y a un moment, il faut sortir des impasses. Les relations interétatiques sont stratifiées, elles répondent à des conventions internationales comme la Convention de Vienne, mais il faut savoir s'en sortir. Je comprends, je dirais, ce que vient de dire Michel. Cela étant, je serais assez d'accord pour qu'on n'y attache pas trop d'importance. En revanche, je ne comprends pas que le gouvernement ait laissé faire un certain nombre de choses, alors même que nos ambassadeurs sont, je dirais, subissent des hostilités permanentes. Ça, c'est inacceptable. L'ambassadeur de France au Niger est actuellement retenu contre son gré, s'il a été, et il est en situation dangereuse. Oui, absolument. Oui, moi je voulais dire, si on vous suit, moi je comprends très bien l'intention, mais si on vous suit... il y a la moitié des pays au GO qui ne viennent pas en France, puisque les régimes avec lesquels on serait... Oui, bien sûr, les régimes avec lesquels on serait en délicatesse. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est que moi je connais bien le Niger, pour le coup, un petit peu le Burkina. Le pays profond n'est pas forcément contre la France. Et quelque part, commencer à sanctionner les initiatives de soft power qui permettent de rester connectés à des pays qui nous apprécient. Je vous rappelle quand même que le pouvoir au Niger, il est issu d'un coup d'État, il n'est pas légitime, que le pouvoir légitime, il est plutôt en lien d'amitié avec la France, et que dans les situations les plus complexes, là je reprends pas ce qui vient d'être dit, mais c'est ces liens culturels précisément qui nous ont permis de dépasser des situations. Et je le dis aussi franchement parce qu'on oublie toujours ça en France. Il ne faut pas réduire l'Afrique à un sujet migratoire. L'Afrique francophone, c'est une richesse à la fois linguistique, qui fera que le français sera une des langues les plus parlées au monde en 2050, et culturelle, parce que je vous rappelle que les modèles administratifs, culturels, scolaires sont plaqués sur les nôtres. Et beaucoup de pays nous envient à défaut de cette influence politique, on n'est pas là pour la maintenir, mais cet espace culturel formidable. Donc le football, comme les représentations artistiques, doivent bien évidemment être maintenues, je le pense. Et Philippe David, notre ami des vraies voix, nous dit que le plus important, c'est que le PSG a battu Dortmund hier. Voilà, c'était le petit... Avec un grand Hakimi. Et que la France va gagner Coupe du Monde de rugby. Certainement. Non, pas de précision, parce que c'est l'heure du journal. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et avec vous pour commenter l'actualité, avec François Calfon, membre du bureau national du PS, ancien député, Christian de Villeneuve, journaliste politique, Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. On va revenir sur la question des migrants, avec Gérald Darmanin qui dit qu'il n'y aura pas de migrants qui viendront de Lampedusa en France. La France ne les accueillera pas. Les distributeurs de carburant qui refusent de vendre à perte. Encore Monsieur Bompard de chez Carrefour vient d'annoncer qu'il ne vendrait pas à perte ses carburants. Et 7 milliards pour la transition écologique. Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter, mais on va essayer. On va parler, Christian, c'est un sujet intéressant. Vous avez un coup de cœur pour la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Oui, je voudrais un coup de chapeau, un coup de cœur pour le député Renaissance, là, Paul Midi. Paul Midi, qui est rapporteur, qui est rapporteur également de la Commission pour la sécurisation et la régulation de l'espace numérique. Il vient de proposer des amendements destinés à lever l'anonymat des réseaux sociaux. C'est un anonymat qui, on sait, alimente et nourrit toutes les déviances, toutes les outrances, toutes les dérives. Alors le texte, toutes les lâchetés. Mais oui, enfin, etc. Toutes les délinquances, à la limite. Et le texte des amendements vise à s'assurer que derrière chaque compte, même sous un pseudo, il y a une personne physique et non un outil informatique. C'est bien ça. De telle façon à ce qu'on puisse réagir, sanctionner, et à l'heure où on lutte contre le harcèlement, ce texte serait particulièrement bienvenu. Alors naïvement, moi j'ai cru qu'il y aurait unanimité. Unanimité à l'Assemblée. Et pas du tout. L'inarable LFI, évidemment, s'est opposé. Mais je crois que le RN aussi a considéré ces textes comme liberticides. C'est désespérant.
Alors là, pour le coup, je ne savais pas François ça. Calfon, Merci de cette information et j'ai tendance, comme vous, à considérer que c'est très bien, y compris parce que ça vise les États étrangers qui ont des fermatrolles. La fermatrole de feu Prigogine, n'est-ce pas, était là pour alimenter la propagande pro-russe. Mais alors, quand moi je m'exprime dans les médias, j'ai deux compagnies de trolls qui m'agressent systématiquement. Ouais. C'est la compagnie des trolls de la fachosphère, comme on dit, à 90% effectivement anonyme. Si on devait porter plainte sur toutes les attaques à caractère raciste qu'on peut recevoir, on n'en finira pas. Et y compris la fermatrole, puisque je n'ai pas le même point de vue à gauche que la France insoumise, de la France insoumise. C'est-à-dire que c'est des raids numériques systématiques. J'entends bien leur souhait de la liberté, n'est-ce pas, pour protéger leur méthode, comme par hasard, aux deux extrêmes du champ politique, qui consiste à antagoniser, conflictualiser, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, cliver, et tout ça caché sous des noms. Alors le fermatrol, ça c'est bien joli, les gens comprennent rien. C'est des corbeaux numériques. C'est des corbeaux, c'est des méthodes de corbeaux. Pendant l'occupation, ces gens-là auraient dénoncé leurs voisins. Pour les ennemis de la liberté. Voilà. Donc Jean-Philippe, je suis long, mais Miard, avec ses interjections, comme il en fut spécialiste à l'Assemblée, donne du corps à ce que je disais. Oui, alors un auditeur me dit c'est impossible à réaliser, il y a trop de supports au numérique, même si on tague le matériel, on peut en changer, l'humain sera toujours plus innovant, mais au moins peut-être prendre d'autres mesures. Jacques Miard, vous en pensez quoi? Christian a parfaitement raison sur le fond, et François aussi. Mais je crois qu'il doit y avoir un problème parce qu'en informatique, il peut y avoir des relais, il peut y avoir des brouillages, il peut y avoir des transmissions sans cesse. On est dans un village planétaire numérique, donc c'est pas si évident que ça. Notamment lorsqu'il y a des cyberattaques, on sait très bien que ces cyberattaques, elles ne viennent pas d'un point déterminé, elles se transmettent, je dirais, de site en site et de fausse adresse en fausse adresse. Donc c'est extrêmement difficile sur le plan numérique, me semble-t-il. Mais sur le fond, Christian a raison, François a raison aussi. Alors, je voulais dire, c'est un peu comme le harcèlement moral, pour aller dans le sens... pour poursuivre cette conversation. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait poursuivre des gens... alors, c'est pas le harcèlement moral, c'est les phénomènes... plus que de bizutage à l'école, il n'y avait pas de base légale pour le faire. Et ben, s'il y a une base légale en France qui existe, ça règle pas le problème technique, mais ça permet quand même de renforcer la pression. Et j'ai envie de dire, en médecine, c'est pas parce qu'on n'a pas le vaccin contre le cancer qu'on lutte pas contre le cancer. Oui. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne initiative. J'espère qu'elle va être adoptée. Je suis pas certain que dans la majorité même Renaissance et auprès du ministre Barrot, il soit aussi d'accord que le député. Donc, il faut vraiment suivre ça de près. Après, moi, sur toutes ces questions de racisme, de harcèlement, enfin vraiment il y a tellement de violence sur... Non, c'est la gestion des réseaux sociaux là. Oui, mais moi je crois beaucoup plus à la responsabilisation des plateformes, véritablement, parce que il y a tellement effectivement de contenu, c'est des millions et des millions de contenus. Donc, moi je crois beaucoup plus à la responsabilisation pénale des plateformes. Et là, il y a des moyens législatifs. Les Allemands sont d'ailleurs nettement en avance sur nous, ont pris des mesures et ils ont frappé au portefeuille certaines plateformes qui tardaient à retirer des contenus racistes, etc. Moi, je pense que tant qu'on ne considérera pas les Facebook, les Twitter et les autres comme responsables de ce qu'ils publient, de ce qu'ils laissent publier, on n'arrivera pas à faire le ménage, entre guillemets, dans toutes les horreurs qu'on a sur les réseaux sociaux. Au moins, il faudrait qu'il y ait des initiatives, qu'on essaye de faire des choses. Et qu'il y ait des cas exemplaires. Absolument. Jacques Miard, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Oui, alors un coup de cœur pour un chef d'État d'un peuple ami, c'est-à-dire nos chers amis british. On s'est suffisamment engueulé, mais il faut reconnaître que les British ont été là au moment opportun, en 14-18 et surtout en 40. Ça, c'est évident. Donc ça, c'est un coup de cœur. Mais j'ai un coup de gueule. On constate que le roi va aller à Versailles. Mais c'est du commun au dernier degré. Versailles. C'est la vitrine de l'excellence française, Versailles. Oui, tu parles. En réalité, il aurait dû venir à Maison Lafitte. Parce que ça, on est d'accord avec toi.
Mais t'as qu'à nous inviter. Attendez les copains. Parce qu'il y a un château. Oui. Parce que Édouard VII, qui a été à l'initiative de l'entente cordiale, eh bien, lorsqu'il était prince de Galles, puisque c'est le fils aîné de la reine Victoria, et qu'il a attendu un certain temps, comme le prince Charles, pour devenir roi, il venait à Maison Lafitte voir ses petites copines. Oui. C'est à Maison Lafitte qu'il a été bien traité. C'est à Maison Lafitte où ces dames l'ont mis en atmosphère, en jeu, de telle manière qu'il est à l'auteur et qu'il a poussé l'entente cordiale. C'est ça la réalité. Bon. Hein, c'est ça la réalité. Et je regrette que le roi ne revienne pas sur le site de l'entente cordiale Maison Lafitte. Bon, écoutez, on est pour à fond. On est pour en soutien. Surtout que c'est magnifique. Hein. J'avoue mon ignorance. Je ne savais pas qu'il y avait ce magnifique château à Château Lafitte. Il y a aussi les courses à Maison Lafitte, puisque tu es passionné de courses. Il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Le château de Maison Lafitte est, je dirais, le premier château d'art classique, et Versailles n'est qu'une copie. Ah, mais au-delà de ça, vous trouvez qu'il y a trop de fastes? C'est un petit peu le débat qu'il y a en ce moment de dire... c'est une visite d'État. Vous n'allez pas remettre ça en cause. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis, Versailles, c'est... Enfin, franchement, non. Maison Lafitte, c'était mieux. Oui, bon, on fera passer le message au président. C'est une autre visite qui vous émeut. C'est la visite du pape à Marseille. Ouais. Alors pourquoi je discutais il y a quelques mois de ça, donc elle se réalise désormais vendredi, cette visite. Avec Benoît Payan, et qui nous disait que c'est un souhait du pape, qui a contacté le maire de Marseille et qui souhaitait venir à Marseille, parce que Marseille est un symbole à ses yeux de ce qu'est une grande ville méditerranéenne accueillante des migrants. Et il ne compte pas faire du point de croix ou simplement de la pompe républicaine ou papale, mais bien avoir un discours fort sur l'accueil des migrants. Alors, je me dis, c'est mon commentaire, mon exégèse biblique, n'est-ce pas? C'est la parabole du bon samaritain. On accueille bien celui que les autres fustigent. D'abord, il l'a déjà dit depuis cette semaine. Il l'a déjà dit. Et il va comme finalement le christianisme est la religion de l'incarnation, il va incarner dans une ville fondée par les Grecs et qui a toujours été une terre de migration, comme tous les grands ports méditerranéens, port de cette Mare Nostrum qui est devenu un cimetière, puisque cette année il y a eu 2000 morts en mer. Je trouve que d'abord c'est courageux, c'est politique. J'ai toujours apprécié ce pape François. Et puis est-ce un geste de la Providence ou simplement un hasard du calendrier? Mais tout ça intervient à quelques jours de cette arrivée massive à Lampedusa. Et puis pour terminer sur une note plus politique, il va bien falloir que Monsieur Macron pas simplement présente, comme il l'a fait, un plan de rénovation des églises, c'est pas le sujet du pape, mais bien une cohérence qu'on attend de lui, à savoir de faire jouer, puisqu'il est européen, qu'il y a des élections européennes, la solidarité européenne, plutôt que d'avoir, ça fait le lien avec notre sujet suivant, des espèces de coups de boutoir qui ne sont que communicationnels de Monsieur Darmanin, et comiques peut-être, je ne sais pas, de Monsieur Darmanin, puisque je vous rappelle que Madame Mélanie s'est fait élire sur l'idée qu'elle mettrait un mur en mer pour ne plus accueillir de migrants, et tout en fustigeant les politiques européennes, et qu'à l'arrivée, elle a appelé à la rescousse Madame van der Leyen pour répartir les migrants. On va en reparler évidemment dans un instant. Un auditeur me dit, le pape a dit, je viens rendre visite à Marseille et non à la France. Non, mais c'est vraiment ça. C'est la première fois qu'il vient en France. Enfin, il faut qu'il apprenne sa géographie. Oui. Sa géographie, parce que jusqu'à nouvel ordre, Marseille est en France. Absolument. Merde alors. Oh, et Maison Lafitte, que n'est-il allé à Maison Lafitte? Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On a commencé à effleurer le sujet des migrants. C'était aussi un de vos coups de gueule, François Calfon, parce que effectivement Gérald Darmanin, qui ce matin dit qu'il n'y aura pas d'accueil de migrants de Lampedusa en France. Il n'a pas dit que ça. Il a dit qu'il
il a fait la distinction entre migrants et réfugiés politiques, et il a expliqué qu'avec les pays avec lesquels on a des relations diplomatiques correctes, on pourrait renvoyer les migrants, les migrants à voir. Mais avec les pays donc avec lesquels on n'a pas de relations diplomatiques correctes, normales. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, voilà, donc mais je voudrais dire quelque chose. Je trouve que je suis un peu frappé par le fait qu'on hystérise un peu cette question de Lampedusa. 10 000, 11 000, 100 000 immigrants, c'est rien par rapport à la population globale de l'Europe. De l'Europe. Oui. Bon, et que effectivement, là, il faut lutter contre l'immigration sauvage. Il faut imposer à l'Europe un système de régulation sociale qui permet de faire preuve d'humanité. Parce que attends, je continue. On explique. Et moi je veux bien être idéaliste en temps. Il y a un moment où il faut l'être. On parle par exemple, on dit Darmanin explique les réfugiés politiques, d'accord. Les réfugiés, enfin les migrants économiques, non. Mais quand ces mêmes migrants qui cherchent à rentrer en Europe pour des raisons parce qu'ils crèvent de faim dans leur pays, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse crever de faim? On peut peut-être parler aux dirigeants de leur pays, on l'a déjà évoqué lundi, il y a des auditeurs qui n'étaient pas d'accord. Vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire, comment se fait-il que des gens meurent de faim en Côte d'Ivoire? Mais ils ne meurent pas de faim en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi Non mais Valérie, c'est très intéressant, ça fait partie des preuves de ce qu'on ne peut pas se contenter de faire que de la morale et de l'humanisme, surtout lorsqu'on est dirigeant d'un parti politique, François Calfon, et que bien sûr qu'il faut faire preuve d'humanité. Et qui dit là, non, parce que il y en a marre des prises d'otages émotionnel, comme l'avait fait Angela Merkel en 2015, lorsque début septembre, il y a eu cette photo terrible de cet enfant récupéré sur la plage et qui avait entraîné la décision d'Angela Merkel d'ouvrir les portes de l'Europe. 1 million de migrants dans les semaines qui ont suivi. Donc c'est trop facile de dire que 10 000, 100 000, etc. Ce qui se joue, c'est des centaines de milliers de personnes qui pourraient venir parce qu'effectivement, elles fuient non pas tellement la misère, c'est que c'est pas la misère, c'est l'absence d'avenir dans leur propre pays, c'est pas la même chose. En Côte d'Ivoire, il y a le deuxième contingent de demandeurs d'asile en France sont des Ivoiriens. D'accord ? Parce que ça avait été décidé en 2010, lorsqu'il y a eu la guerre civile entre Gbagbo et Ouattara, et qu'ensuite le problème avait été réglé. Résultat, 10 ans après, c'est le deuxième contingent de demandeurs d'asile. Il n'y a pas un Ivoirien qui meurt de faim. C'est le pays d'Afrique occidentale qui est le plus développé. Il y a des Ivoiriens qui osent dire qui arrivaient sur le sol européen en disant « Je suis homosexuel, je risque la peine de mort en Côte d'Ivoire ». C'est faux. C'est un des seuls pays de la région où être homosexuel n'est pas criminalisé. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des personnes, et ce sont les plus nombreux, qui viennent en Europe parce qu'en fait, dans les familles, ils désignent une personne qui vient en Europe pour aller essayer de passer coûte que coûte, parce qu'en gagnant 100 euros, ils nourrissent 10 personnes. Non, c'est pas économique, c'est parce qu'ils financent. Comment ça peut être? J'aimerais dire autre chose. Et j'aimerais dire une dernière chose par rapport au pape. Le jour où les migrants demanderont à être hébergés dans l'espace même du Vatican, on verra comment le pape il va réagir. Parce que le problème... c'est vrai. C'est vraiment pas c'est vrai. Attendez. Jacques avait commencé à interrompre. La parole est à l'accusation, Miard. Non, Jacques Miard. Alors, attends, François. Non, mais avec plaisir. Je viens de commettre un communiqué, une analyse de la situation démographique de l'Afrique. C'est une bombe démographique. C'est vrai. Le problème, c'est que ce n'est pas aujourd'hui les 10 000, ça va être à répétition. L'Afrique est en explosion démographique. Au Niger, les femmes ont 7,1 enfants pour chaque femme. Il y avait 4 ou 5 millions, il y en a 22 aujourd'hui. C'est la même chose pour le Nigeria. Donc c'est une bombe démographique. Et si on prend le Congo également. Un instant, François. Si on ne prend pas des mesures pour dire stop et que l'on oblige ces États à maîtriser la croissance démographique,
Mais t'es gauchiste, François, c'est pas la peine. Mais je suis d'accord avec toi, là. Je fais les signes de la tête parce que je suis d'accord avec toi, alors, tu vois. Véritablement, ce que tu veux, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'affrontement généralisé. Et si tu refuses ça, si on ne prend pas des mesures pour justement industrialiser l'Afrique chez elle, et qu'on ne permette pas de maîtriser, que ces États ne maîtrisent pas leur croissance démographique, on va à la catastrophe. Et les propos de Christian sont, je dirais, à courte vue. Mon cher Christian, il faut regarder ça à long terme. Justement, ça, c'est intéressant. Alors François Calfon. Je comptais répondre, mais je trouve que notre ami Jacques Miard pose bien le problème, même si à la fin, je ne suis pas d'accord, ce qui n'est pas très grave. On parlait du Niger. Plutôt que de parler en général, c'est bien de parler d'un exemple précis. Oui, il y a une bombe démographique au Niger. Et moi qui connais bien... Attends, laisse-moi parler, parce qu'on ne va pas y arriver. Et peut-être qu'on va être d'accord. Moi qui connais bien l'actuel président qui a été retiré par la junte militaire, Mohamed Bazoum, j'en ai discuté avec lui. Et c'est pas que j'en ai discuté en l'interpellant, c'est lui-même qui me disait notre principal problème, tout comme son prédécesseur Issoufou, notre principal problème, c'est la maîtrise des flux démographiques. Et donc, on avait un pays qui était d'accord. Et d'ailleurs, puisque tu parles du Niger qui est passé de 5 à 22 millions, c'est pas un des gros pays émetteurs d'immigration en Europe. Si tu regardes, les chiffres sont relativement faibles. Et donc, il y a des dirigeants africains qui sont tout à fait conscients de cela. Et donc, là où je te suis, c'est que c'est par des politiques... Alors oui, c'est moins visible que de mettre des bateaux en mer ou des bateaux de guerre en mer. C'est par ces politiques de développement en Afrique, oui, bien sûr, mais c'est de construction d'un système de protection sociale. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la démographie forte, ça répond à l'absence de protection sociale. Ma retraite, c'est mes enfants. L'adduction d'eau, parce que quand dans les villages, on fait des enfants, c'est pour aller chercher de l'eau. Ça peut paraître bizarre, c'est la principale corvée. Eh bien, on en ressort comme ça. Là où je ne te suis pas, c'est pour ça que j'ai précisé ces conversations avec les dirigeants du Niger, c'est qu'il n'y a pas de projet de conquête ou de revanche, alors peut-être par les juntes militaires, par rapport à l'Occident, d'invasion. Il n'y a pas ce projet-là, c'est pas vrai. Voilà. En ce qui concerne Darmanin, j'en termine là, parce qu'on avait commencé, on n'a pas répondu. Moi, j'en ai marre de ce pouvoir et de ce gouvernement qui fait du et en même temps avec un ascenseur émotionnel sur les questions graves. Quand Darmanin dit, en gros, en gras dans le texte, il n'y aura pas un seul migrant de Lampedusa, et avec sauf un tel, il envoie des signaux qui ne sont pas tenables. Donc arrêtons de considérer c'est ce qu'a fait l'Italie. Vous dites que c'est... Oui, mais François, moi je dis qu'il y a deux... Moi je dis qu'en Italie, on a eu exactement l'exemple des deux. C'était le discours de l'extrême droite qui a dit « faut des bateaux en mer ». Ils n'ont été pas capables de les déployer. Et qu'en réalité, ce problème, on y répond par la solidarité européenne, par la répartition des migrants. Et jusqu'à preuve du contraire, ni M. Darmanin, ni M. Macron vont sortir de ce minimum de consensus européen que seule la Pologne... Et la Hongrie refuse jusque-là l'Italie, mais ils ont bien compris que ce n'était pas tenable. Moi, je voudrais apporter deux autres précisions. Il y a un pays qui est en train de changer de doctrine, n'en déplaise à notre ami Jacques Miard, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, au mois d'août, qui a été le pays le plus généreux en termes d'accueil de migrants. Parce que nous, les Français, on donne beaucoup de leçons. Mais François Hollande, en 2015-2016, il n'a pas accueilli beaucoup de migrants. Et je me rappelle très bien. Tu étais d'accord avec ça disons que le moralisme de gauche qui aurait dû l'amener à accueillir beaucoup de migrants en difficulté, il ne l'a pas fait. Les Allemands, au mois d'août, ils ont suspendu leur participation à la solidarité européenne pour une seule raison. Les administrations allemandes ont dit aux politiques allemands, on n'en peut plus. Les logements sont pleins. On n'arrive plus à les recevoir. Oui. Donc il y a une réalité également d'une forme de et pourtant il y a un problème démographique. Il y a un problème démographique en Allemagne. Ça c'est le premier problème. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que il y a un autre problème qui se passe en Afrique, justement au Sahel, mon cher François. C'est que vous avez le retour de Daesh et d'Al-Qaïda. Il y a de plus en plus d'attentats terroristes. Il y a des milliers de morts. C'est pas des centaines, c'est des milliers de morts. Les États en place ont fait l'énorme erreur de demander à la France de partir et au G5 Sahel de le faire exploser. Et ils n'arrivent pas à supplier ce que faisait la France et le G5 Sahel. Résultat, nous allons avoir, comme le disait fort justement Jacques Miard tout à l'heure, on va avoir une très forte poussée des migrations, effectivement, non pas cette fois-ci pour raison faussement économiques, parce que pour moi, elles sont faussement économiques,
elles sont de complaisance et de confort par rapport à la vie qu'ils ont dans leur pays d'origine. Et la deuxième chose, on va avoir une très très forte pression. Mais j'ai envie de rappeler la très belle phrase de Michel Rocard, nous n'avons pas la vocation de s'accueillir toute la misère. Mais non, c'est pas la vérité. Mais on va pas pouvoir. Mais on va pas pouvoir avoir. On n'a pas la même opinion, mais au moins il parle du réel. Toi, tu es dans des slogans. On n'en sait pas des slogans. Mais on est dans la réalité. Mais c'est Jacques Méhard. Qu'est-ce qu'on fait des 10 000 de Matigny? C'est ça le sujet. Jacques Méhard. Non, c'est des. Il faut bien comprendre, et ça a été dit tout à l'heure, c'est que tous ces peuples lisent à, je dirais, livre ouvert dans notre politique. Bien sûr. Et ils savent très bien qu'ils ont des atouts et des alliés, s'ils viennent, ce sont nos fameuses ONG, qui sont des apprentis sorciers. Je le dis comme je le pense. Et que plus on dit on va vous accueillir, vous allez y arriver, plus le flux va venir. Donc la solution est en Afrique. Il faut développer ce pays. Il faut maîtriser les flux migratoires, comme l'a dit le président du Niger. Il faut effectivement qu'on apprenne à ces gens, notamment, ils ont des compétences. L'industrie, ce sont des artisans fabuleux, les Africains. Et donc, il faut investir pour que ces peuples restent chez eux. Et il y a le problème, bien sûr, de la sécurité avec Daesh. Mais ça, c'est une plaie qui va malheureusement croître et qui... On a toujours aller de l'avant. Allez, petite pause sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord, on ne sera pas mis d'accord sur l'accueil des migrants, c'est un sujet infiniment compliqué, infiniment très sensible, compliqué. Pour des raisons humaines d'ailleurs. Bien sûr. Parlons des distributeurs de carburant qui refusent de vendre à perte. Est-ce que c'est un affront pour le gouvernement, pour Elisabeth Borne? Moi, je trouve. Christian de Villeneuve, cette histoire est quand même. Moi, je trouve extraordinaire qu'on suggère à des entreprises de perdre de l'argent. Alors ça, je trouve ça, d'une part... Donc voilà. Donc ça c'est hallucinant. Puis d'autre part, si on veut faire baisser le prix de l'essence, et ben voilà. Je crois que les taxes représentent 80 ou 85% du prix d'un litre de carburant. Et ben demandons, allez, si l'État veut vraiment faire baisser baisser l'essence, et ben qui baisse les taxes. La vérité, en plus, je parle sous le contrôle de Jacques Méhard qui sait ça, c'est que quand le produit brut augmente, proportionnellement, les taxes augmentent. Oui. C'est-à-dire qu'ils se sont enrichis et en plus, sur l'augmentation du carburant. Et comme à chaque fois, ce gouvernement qui a une conception de l'entreprise du renard libre dans le poulailler libre, renvoie la faute aux entreprises. C'est-à-dire, monsieur le maire, je vais sanctionner. Ça fait 4 ans qu'il va sanctionner une hyperinflation en convoquant. Et la grande action de monsieur le maire en cette saison, à chaque fois, c'est le concours. L'épine de la décision la plus stupide, c'est d'avancer les négociations commerciales, alors que les Français n'en peuvent plus avec une Ukraine qui a bon dos et des cours du blé qui baissent, de payer leurs pâtes à des prix hallucinants. Sur l'essence, il faut baisser les taxes. Et je crois, il y a des pays qui sont tout à fait respectables, comme l'Espagne ou le Portugal, qui contrôlent les prix de produits de première nécessité, sans renvoyer ça au marché. Le marché, sa vocation, vous voyez, moi je suis pas un bolchevique, c'est de gagner de l'argent. Et la vocation de l'État, c'est de réguler les gens qui gagnent de l'argent. Voilà. Oui, ce matin... alors allez-y, Jacques Méhard. Oui, moi je dois dire, je suis stupéfait de cette décision. Ça fait 60 ans qu'on interdit effectivement aux entreprises de vendre à perte, et tout d'un coup on voit ça. Et comme vient de le dire François, il y a des marges de manœuvre. Mais c'est gribouille. C'est une politique de gribouille. C'est du jamais vu. Et ça montre l'amateurisme de ce gouvernement. Oui. Mais est-ce que c'est Patrick Pouyanné qui gouverne ou est-ce que c'est Elisabeth Borne? C'est la vraie question qu'on peut se poser. Mais ce matin, on avait Jean-Jacques Bourdin recevait Thomas Cazenave, le ministre du Budget, qui disait on est mobilisé sur les prix des carburants. Il n'y a pas d'obligation de vendre à perte. Nous avons dit chiche aux distributeurs qui nous disaient la semaine dernière mais on ne peut pas vendre à perte. On va accompagner les petits distributeurs avec un fonds qu'ils sont en train de créer, donc nouvelle usine à gaz. Mais la vraie question, c'est qui dirige, c'est-à-dire qu'on leur dit vous pouvez vendre à perte et eux ils disent allez je ne répondrai peut-être pas à la question, mais manifestement une chose est sûre, c'est que c'est pas Elisabeth Borne qui décide, puisque vous avez plein d'acteurs qui disent non. Mais plusieurs choses. D'abord la seule profession qui vend à perte
d'un point de vue légal. Ce sont les agriculteurs qui en fait vendent à un prix qui est plus bas que celui auquel ils sont malheureusement contraints de vendre, et en fait ils récupèrent sur les aides de la PAC le manque à gagner de la vente de leurs produits, le lait, la viande, etc. C'est d'ailleurs bien triste, mais c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que je trouve ça aberrant, économiquement aberrant, qu'une première ministre dise à des acteurs économiques, vous allez vendre à perte. C'est anti-économique. Enfin, c'est que. Mais c'est illégal, je te signale. Par ailleurs, c'est-à-dire que l'État, c'est comme si je peux finir, s'il te plaît. Et le troisième point, je voudrais dire, moi, vous avez salué tout à l'heure un député sur les questions d'Internet. Moi, j'aimerais saluer un autre député qui est Richard Ramos, député du MoDem, qui est très courageux, qui prend plein d'initiatives, je trouve, très intéressantes, et qui est très près des consommateurs. Sur les nitrites dans les jambons. Oui, absolument. Et là, qui sur cette histoire de taxes sur les carburants, a proposé qu'on revienne au système qu'avait mis en place Lionel Jospin. Voilà, une TPP flottante, en disant, lorsque le prix du carburant augmente, on baisse les taxes, et pour justement ne pas prendre dans la poche des Français. Et le dernier point que François a dit un peu tout à l'heure, mais qui est en fait très généralisé, c'est qu'en fait, depuis qu'il y a beaucoup d'inflation, en fait, les recettes de l'État ont explosé. Mais évidemment. Puisque avec la TVA, lorsque les produits sont passés de 5 € à 7 ou 10 €, eh ben la TVA a suivi. Et donc l'État dispose d'une manne financière qui est considérable et qui doit permettre aussi à l'État de lâcher du lest plutôt que de demander aux acteurs économiques de prendre. Mais alors, c'est accrédité par un chiffre. Les fameuses baisses d'impôts Macron. Je parle même pas des taxes type taxes pétrolières, mais le rendement de l'impôt, le produit de l'impôt a augmenté. C'est-à-dire que et le niveau des prélèvements obligatoires en France, bien qu'il y ait une baisse de l'impôt sur le revenu très relative et la suppression de la taxe d'habitation, n'a jamais été aussi important. C'est-à-dire qu'on continue de péter les plafonds du niveau de prélèvement obligatoire. Et on enfume les Français, puisqu'on est sur un média, il faut que les gens aient bien conscience de ça. Les solutions, elles existent. C'est-à-dire que ça a été rappelé, la TIPP flottante, c'est-à-dire de baisser relativement les taxes quand le produit augmente. Ça existe, c'était mis en œuvre, ça marche. Il n'y a pas de problème. Un certain nombre de mesures, pourquoi pas de baisse segmentée sur certains produits de la TVA, peuvent être mises en œuvre pour une période transitoire. Un auditeur me dit pourquoi Bruno Le Maire ne fait pas sortir la France de l'obligation européenne d'aligner les prix de l'énergie, pétrole, gaz, électricité sur les prix allemands. Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est un journaliste, notre auditeur. On s'est fait piéger par la volonté allemande de casser EDF. C'est aussi simple que ça. Il faut regarder. N'en déplaise à Michel Taube, qui est un copain, je suis désolé, mais de ce côté-là, le couple franco-allemand, c'est un couple de cocus. C'est la France. C'est la France, parce que couple de cocus, il y en a un qui est cocufié quand même. Oui, c'est ça, oui. Oui, absolument. Donc là, c'est un vrai bras de fer entre les Mais ils ne le mêlent pas. Ils ne le mêlent pas. Parce qu'il y a la mythologie derrière tout ça. Et c'est là où Macron, il croit tellement à son Deus ex machina, qui est le couple franco-allemand et l'utopie européenne. Parce qu'on a besoin d'Europe, mais on n'a pas besoin d'utopie. Un auditeur me dit, est-ce que le gouvernement est dans une impasse et est-ce qu'on ne va pas être obligé de convoquer l'Assemblée et le Sénat sur cette question-là ? Il y a un risque de gilet... J'espère bien que l'Assemblée et le Sénat vont s'en saisir. Point barre. Mais il risque de retour des gilets jaunes ? Ça peut, hein. Ça peut. Moi, j'ai vu une station dans Paris, avenue Paul Doumer, à 2,48. 2,48, une station BP, on va les citer, parce que c'est quand même un peu honteux. Il y a très peu de stations dans Paris. Il doit y avoir personne. Donc, oui, mais je pense que... Mais on voit bien que, pour répondre à notre auditeur, que depuis le début du mandat de Macron, on est sur une cocotte minute. On a eu la crise des Gilets jaunes qui peut revenir, et elle peut venir sur n'importe quoi. On a eu... c'est pas ça. Quand même. On a eu une crise sécuritaire extrêmement grave en juin dernier. On a une crise sociale très importante sur la question des retraites. Tout ça sur fond d'une crise démocratique, d'une assemblée finalement représentative des Français dont on tord le bras en permanence. C'est ce que les préfets font remonter aujourd'hui au gouvernement. Voilà. C'est qu'il y a une cocotte minute et on est... Ça peut brûler de tous les côtés.
ça peut casser. Ça peut casser, effectivement, l'ambiance est... Et quelle est la solution justement pour éviter le chaos? Une dissolution? Changer le gouvernement. À quel gouvernement? Dissoudre l'Assemblée? Mais sortir de tous les carcans dans lesquels on s'est mis, Christian. Toi le premier. Hein. Il y a véritablement une multitude de carcans. On a fait des choix en politique étrangère qui vont directement contre nous. Voilà. Il ne s'agit pas d'embrasser Poutine. Mais je vais te dire, récemment, j'ai rencontré à Paris une mission du Turkménistan. Et il y avait dans cette délégation, il y avait effectivement le patron, je dirais, du gaz et du pétrole. Et j'espère qu'on va pouvoir acheter là-bas, même si c'est pas une grande démocratie, hein, je te l'accorde. Mais s'il fallait traiter qu'avec les démocraties, on traiterait avec personne. Non, mais exactement, je suis d'accord. Hein. Non, mais ça peut être effectivement paradoxe, puisqu'on parle des prix d'énergie, moi ça m'amuse beaucoup. Enfin, ça m'amuse, c'est ironique. On importe avec un port pétrolier flottant au Havre du gaz américain. En fait, c'est du gaz de schiste. Bien sûr. D'accord. À des prix hallucinants. C'est pas beau le gaz de schiste, hein, je suis d'accord. Alors qu'on en a plein. Énormément. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné, je réagis à ce que dit Jacques Miard, il y a un moment donné où l'idéologie nous fait faire des stupidités. Et moi, je ne préconise pas. Je ne préconise pas absolument. Je ne préconise pas l'ouverture des mines de gaz de schiste français. Par contre, je préconise une avancée plus rapide, plus consensuelle sur le nucléaire, et que nous payons l'énergie au bon prix. C'est cette fameuse histoire de l'Arène, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on paye l'énergie au prix du pétrole et du charbon, enfin du gaz et du charbon consommés en Allemagne. On va y revenir. Je vous promets, on continue sur ce sujet. Marie a raison quand elle nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas même pas le SMIC, et faire le plein, c'est un budget énorme. On pense c'est impossible. On se retrouve dans un instant. Sans parler du prix des voitures électriques. Sud Radio, le 10h. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Je vous encourage à réécouter l'interview de Jean-Jacques Bourdin. Thomas Cazenave, donc ministre du budget ce matin, a aussi précisé si les prix de l'électricité augmentent l'an prochain, ce sera moins de 10%. Donc ça veut dire que les prix de l'électricité vont augmenter. On revient toujours sur le carburant, Michel Taube. Non, mais la question de savoir est-ce que ça peut être la flamme qui remet le feu à notre pays, on peut pas, difficile à dire, mais les Français souffrent. Le nombre les files d'attente pour les aides alimentaires augmentent. Les classes moyennes sont en grande difficulté, donc. Effectivement, après, je veux juste faire une petite remarque sur la dissolution. Pour qu'il y ait dissolution, il faudrait déjà que le gouvernement tombe. Oui. Or, la probabilité d'une censure... Pas forcément. Ouais, enfin bon... Emmanuel Macron... Demande à Chirac. On peut toujours faire deux fois la même bêtise, mais il faut quand même rappeler que Jacques Chirac a perdu les législatives lorsqu'il a dissous. Mais c'est ce qui a ouvert la voie... On commence à dire qu'après les JO, il y aurait une dissolution. Non, mais pour qu'il y ait une dissolution, la plus grande hypothèse, c'est quand même qu'il y ait une motion de censure qui soit votée. Or, celle-ci, à mon avis, est assez probable dans les semaines qui viennent. Parce que l'immigration, pas que sur l'immigration. Sur tout projet de loi qui serait en discussion, il peut y avoir à un moment donné une alliance des oppositions pour faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. Il y a un député MoDem qui me disait... Qui a intérêt à retourner aux urnes, à part Le Pen. Personne, comme Jacques Chirac en 97, mais... le climat ambiant. L'idée de se dire que attendre 4 ans que rien ne bouge et que rien ne soit réformé, le ça peut amener certains est assez sensible à sa réélection en général. Oui, mais même dans la majorité, ça commence un petit peu à tanguer. Il commence à y avoir... et donc le climat, il peut assez rapidement changer. Et le risque d'un vote, encore une fois, peut se présenter dans les semaines et les mois qui viennent. Mais sur l'essence, on est quand même dans une impasse. C'est-à-dire que le gouvernement dit vendez à perte pour faire baisser les prix et les distributeurs disent non. Oui, mais Total a dit que dans les 6 mois, il ne dépasserait pas justement le 1,99 €. 1,99 €. Donc on navigue à vue, ça c'est vrai. La vérité, pour te répondre, c'est que ce qui fera bouger ce gouvernement, c'est pas la bien-pensance, c'est quand il verra qu'il a un risque effectif de gilet jaune, c'est-à-dire qu'il y a une supportabilité sociale qui est atteinte, il mettra en place un outil très simple, dont on a parlé tout à l'heure, qui est la taxation flottante
sur le coût du carburant, qu'il a les moyens. Un litre de carburant, c'est 85 sur 2,40 €. C'est quasiment, puisque c'est 85%, c'est 2 € de taxe sur ton 2,40 € de la station BP. 2 € de taxe. Donc, s'il renonce à ne serait-ce que 30 centimes de taxe, on baisse la pression et on revient au seuil de l'acceptabilité sociale. Le geste politique sera celui-là, exactement. Ils n'auront pas le choix, mais ils attendent de voir. C'est vraisemblable, mais vous savez, quand on est un peu, comment pourrais-je, obstiné, peut-être qu'il va dire non, ça va tenir, et puis il va peut-être continuer, et là, il va rentrer dans le mur. Ouais. Bon. Je voulais qu'on évoque, c'est en lien évidemment, la planification écologique. Et Elisabeth Borne nous assure que ça va protéger le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que les Français, je m'inclus dedans, peuvent comprendre à cette équation, et on va effectivement investir 7 milliards de plus pour la transition écologique. C'est en tout cas pas très lisible. Ah non, c'est pas lisible. C'est surtout qu'effectivement, on nous incite à rénover nos logements, à changer nos chaudières, à acheter des voitures électriques. Et parallèlement, on nous explique que le prix le coût de l'électricité augmente et va encore augmenter. Donc c'est complètement contradictoire dans le propos adressé aux Français. Panurge. C'est-à-dire c'est panurge, parce que on sait très bien que, je dirais, on a besoin aussi de carburant pour faire tourner nos usines, et que vouloir éliminer, je dirais, toutes les voitures thermiques, c'est une bévue monumentale. Les voitures électriques, c'est une connerie monumentale, ça brûle, et surtout, ça permet de faire des affaires. Donc il y a un moment, je crois qu'il faut quand même réaliser ce qu'est la réalité du monde et cesser les utopies. Alors Valérie nous a posé une question de réagir, soyons scolaires, ça va être bon pour le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que c'est le pouvoir d'achat des gens? C'est le logement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait du logement? Vous avez un logement qui est en F en G, c'est-à-dire 80% des logements. Vous voulez pouvoir vendre ou louer votre logement, c'est un ticket à Paris, 2 pièces, 3 pièces, 100 000 €, 200 000 €. Bon, si vous avez le malheur de ne pas être dans les seuils sur MaPrimeRénov', c'est pour votre poche, premièrement. Deuxièmement, il y a la voiture, l'objet voiture lui-même. On l'a dit en dehors hors antenne, hors antenne, mais on va le dire à l'antenne. J'ai fait réviser ma voiture. Il n'y a pas que la voiture neuve dont le prix a explosé, soi-disant à cause des matières premières. Il y a la voiture d'occasion. Si vous voulez une voiture qui roule, il y a encore 10 ans, vous aviez une voiture à 5 000 € qui roulait. Maintenant, c'est une voiture à 10 000 €, plus 5 000 €. Et on ne parle pas des coûts de l'énergie, on en a parlé abondamment. L'énergie, vous prenez votre abonnement à EDF ou à un des opérateurs concurrents, vous étiez dans le tarif réglementé qui a cessé, vous étiez protégé, vous ne l'êtes plus. Et l'essence flambe. Madame Borne, il faut qu'elle m'explique où est-ce qu'a lieu l'économie. Je ne vois que des augmentations. Oui. Alors, il y a Noam Léandri, président du collectif Alerte, qui rassemble 34 associations de lutte contre la pauvreté, qui dit les ménages les plus modestes sont ceux qui polluent le moins, mais qui sont le plus impactés par la pollution. Mais c'est vrai. Oui, mais parce que les ménages qui ont des moyens, ils ont des dépenses de confort, donc celles-ci peuvent être impactées. Mais quand vous devez louer votre logement qui augmente, quand vous devez vous chauffer dans une passoire thermique, vous n'êtes pas prêt de dépenser les 100 000 €, vous vous chauffez et puis après vous prenez le reste en pâtes ou à l'aide alimentaire pour vous nourrir. Non, et puis il y a une question, moi, à chaque fois que je me pose, parce que j'ai la chance de voyager pas mal, c'est ok, nous on est exemplaires, on essaye d'être exemplaires, mais quand vous allez en Inde, quand vous allez dans d'autres pays, la transition énergétique, l'écologie, ils en ont rien à faire. Mais aux États-Unis. C'est le masochisme français que de se battre la coupe sur ces histoires, la Chine, je dirais, de CO2. L'Allemagne, surtout. Reprenez notamment tous les bouquins qui ont été écrits, notamment par Gérondeau, et qui montrent que tout ça, c'est d'illusion. Il y a un moment, ça suffit. C'est pas la France qui pollue et qui crée le CO2 au niveau de la planète. Exactement. Il y en a toujours eu du CO2. Sans CO2, il n'y a pas de plantes. Il faut le savoir. Mais attends, il faut lutter contre le CO2. Parce que je ne passerai pas de le CO2 n'est pas néfaste. Mais puisque Valérie nous dit je vais dans des pays qui sont exotiques, ils polluent beaucoup plus que nous. Pardon, mais l'arrêt du nucléaire en Allemagne, c'est que chaque Allemand
produit 80 fois plus de carbone qu'un Français. Donc à un moment donné, je ne cesse de dire à mes amis écologistes, soyez pour le nucléaire, ou alors vous êtes des tartuffes. Non, moi ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron nous prépare quelque chose de très très douloureux, c'est qu'il va y avoir des adaptations législatives dans les mois qui viennent pour atteindre l'objectif d'ici 2030 de réduire les émissions de CO2, qui vont avoir des conséquences dans le quotidien de nos concitoyens dramatiques. Et alors la voiture, c'est caricatural, mais j'ai envie de dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire à nos concitoyens, la partie est déjà pliée, parce qu'au niveau de l'Union européenne, le vote a eu lieu de l'Union européenne. Mais ça ne tiendra pas, la France en fait partie, mais je suis d'accord. Et qui prévoit... On parlait des gilets jaunes, là il peut y avoir une révolte. Les véhicules soient électriques, ce qui nous met sous la dépendance de la Chine de façon extrêmement dangereuse. Et deuxièmement, évidemment, François l'a dit à un moment donné, mais il faut insister, la voiture électrique, ça pollue aussi. Il ne faut pas oublier de le dire. Une voiture électrique, quand elle commence le premier tour de clé, a 10 fois plus, ou voire 100 fois plus de carbone qu'une voiture thermique, parce que ces batteries, avec les fameuses terres rares, le coût d'extraction de ces terres rares, la pollution pour la planète, est bien plus importante qu'un véhicule thermique. Tu parlais tout à l'heure d'une voiture légère de 2 places, pour ne pas citer la marque. Ça, c'est rien, y compris en recyclage. Alors que moi, je suis allé voir dans la filière chez De Richebourg à Gennevilliers, les voitures, dès qu'il fait chaud, quand elles sont recyclées, elles prennent feu à cause de ces batteries. Mais pourquoi ce discours n'est pas entendu énormes. Parce qu'il y a une espèce de, on dit une espèce de consensus mou sur la voiture électrique, et ton discours n'est pas entendu. Parce qu'en fait, on a pris une position dogmatique. Regardez, le plus grand fabricant automobile du monde, qui s'appelle Toyota, est un des pionniers de l'hybridation des voitures. C'est-à-dire qu'ils ont pris le moteur thermique et ils ont plugué, si j'ose dire, avec un anglicisme, un petit moteur électrique. Avec ça, ils réduisent le carbone de la voiture de 2/3 à peu près. Et ils disent le full électrique, ça marche pas. Eh bien, au lieu d'être pragmatique, non pas dire je veux des voitures qui polluent, mais de prendre toutes les avancées techniques soutenables, c'est toujours une balance, eh bien, on est parti dans une logique totalement idéologique. Et vous pensez que ça se fera pas? Parce que l'Union européenne a décidé. Le full électrique, je sais pas comment ça peut marcher. Ouais, possible. À suivre. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.